suis ravi d'être là et vous savez, l'important dans un TEDx, c'est de savoir souvent comment on commence. Et j'ai réfléchi à savoir comment commencer ce TEDx. Et finalement, je me suis dit que peut-être la première des choses à vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai relu un livre. Voilà, c'est déjà une bonne début. Et ce livre, en fait, l'air de rien, il va servir de fil conducteur à peu près tout le talk de ce soir. La première des choses, c'est qu'en fait, ce livre, il a été écrit il y a plus de 130 ans par un auteur écossais. Alors, il n'y a rien à gagner, mais si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Il a été écrit il y a plus de 130 ans par un auteur écossais. Le livre se passe à Londres, pendant la deuxième révolution industrielle qui était marquée par vraiment l'apparition du pétrole et finalement tout un horizon d'opportunités qui se sont ouvertes grâce à l'utilisation du pétrole. Et finalement, dans ce livre, on sent très tôt cette espèce de dualité entre des choses qui sont très bénéfiques et puis potentiellement des choses qui sont un petit peu plus impactantes, voire limite maléfiques. Ce livre, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et quand je l'ai relu, il y a quelques mois, par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, mais je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas le livre à relire aujourd'hui pour essayer de comprendre l'émergence d'une technologie qui, finalement, je veux dire, je pense que tout le monde aujourd'hui en a entendu parler des dizaines de fois, c'est l'intelligence artificielle. Il y a plein d'analogies entre ce livre écrit il y a 130 ans, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, et un livre qu'on pourrait potentiellement réécrire qui serait L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, et I comme Artificial Intelligence. Et finalement, on peut déjà s'intéresser à le contexte. Est-ce qu'il y a une similarité dans le contexte? Je vous ai dit, il y a 130 ans, on était dans la deuxième révolution industrielle, le pétrole arrivait et ouvrait toute une série d'opportunités. Et puis aujourd'hui, on est dans une quatrième révolution industrielle, voire une cinquième, qui est celle de la data ou qui est celle de l'IA, et qui là aussi ouvre vraiment toute une série de perspectives qui sont juste hallucinantes, et qui, voilà, aujourd'hui, soit vous êtes dans l'IA, soit vous êtes has-been, ou en tous les cas, vous êtes déjà promis à du déclassement. En plus, il faut être très honnête. L'intelligence artificielle, on a peut-être certains, on s'est amusé avec, ou en tous les cas, on commence déjà à travailler avec, mais l'intelligence artificielle, finalement, c'est un petit peu comme le docteur. C'est des années et des années d'études. L'intelligence artificielle, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça a 2 ans à peine, mais en fait, c'est pas vrai. L'intelligence artificielle s'est déployée quasiment de façon synchrone et concomitante avec l'invention des ordinateurs. Donc l'intelligence artificielle, elle a déjà presque 80 ans. Alors elle n'a pas tout de suite été aussi efficace. On est parti sur certaines théories qui ont marché, pas marché, puis on a changé, et puis on a eu des gros financements de l'armée, et puis des fois moins, etc. Mais au final, en fait, on est monté en compétence pendant 60, 70, 80 ans, et aujourd'hui l'IA, c'est vraiment une théorie, une technologie, c'est une science qui est assez mature quand même. Et donc cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable de détecter des cancers beaucoup plus tôt, elle est capable de trouver des conformations de protéines beaucoup plus tôt, elle est capable de trouver des médicaments adaptés beaucoup plus tôt que ce que l'humain serait capable de faire. Et là, je prends volontairement des exemples du domaine médical, en analogie avec le Dr Jekyll, mais clairement, ce qui est certain, c'est que l'IA va changer complètement, et a déjà, et est en train de changer radicalement la façon et la relation qu'on a avec le système de santé, avec la santé, avec les maladies, ou avec même l'industrie, ou les process de fabrication. L'IA est en train de bouleverser tout ça, et clairement, c'est une technologie qui va nous faire véritablement changer d'époque. Donc, pas de problème, l'IA est, dans la majeure partie des cas, a un ADN dont l'objectif est quand même de nous apporter des solutions. Le problème, c'est que le Dr Jekyll aussi voulait nous apporter des solutions. Et dans le livre, à un moment donné, il s'est mis à jouer les apprentis sorciers. Et il a libéré son côté sombre, son côté obscur. Le Mr Hyde est devenu un concentré de ses mauvais aspects qu'il libérait le soir et qui, le matin, il était capable de revenir, le Dr Jekyll. Et bien finalement, il y a 2 ans, alors c'est une analogie et c'est une métaphore, c'est pas évidemment aussi simple que ça, mais il y a 2 ans,
quand le fameux ChatGPT est sorti, cette fameuse IA générative, ben finalement, c'est ni plus ni moins qu'un docteur qui, d'une manière ou d'une autre, aurait trouvé une formule qui libère le potentiel de l'IA, mais dans le même temps aussi fait exploser ses mauvais côtés. Alors si je prends cette analogie, dans le livre, oh, excusez-moi pour le spoil du livre, mais bon, voilà. Dans le livre, en fait, on est plutôt sur la violence et sur la méchanceté. Ben, imaginez que le Mr. Hyde de l'IA, imaginez un monstre qui est excessivement vorace en énergie. On est sur des modèles mathématiques qui ont des dizaines, voire centaines de milliards de paramètres. Et tout ça, pour les maîtriser, les calculer, les computationner, les mettre en musique pour qu'ils nous rendent un service et qu'on dise par exemple à ChatGPT, donne-moi la météo de demain, il soit capable de le faire, à peu près. Ben en fait, tout ça, c'est excessivement gourmand en énergie. On compte ça potentiellement en centaines de milliers de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans votre bilan carbone, etc. Ou dans notre bilan carbone. Ensuite, ce monstre, en plus d'être vorace en énergie, est excessivement émetteur de gaz à effet de serre. À la fois parce que l'utilisation de l'énergie génère des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce que toute l'infrastructure matérielle qui est nécessaire pour faire tourner cette IA nécessite de plus en plus de centres de données, d'infrastructures de calcul, de cartes graphiques, d'ordinateurs pour faire tourner tout ça. Et potentiellement demain, et on y est déjà, enfin préparez-vous-y, hein, si certaines sont sous Windows ou sous Mac ou peu importe, eh ben, il y aura une très forte tendance du marché à vous inciter à vous rééquiper d'un matériel neuf pour justement avoir la possibilité d'intégrer ces intelligences artificielles dans votre travail de tous les jours ou dans vos usages de loisirs de tous les jours. Il y a aussi une autre problématique qui est excessivement consommatrice en eau. L'eau aujourd'hui est une denrée rare, le numérique est excessivement consommateur en eau, mais pour des milliers, des centaines de milliers de litres, pour les mêmes raisons que précédemment. Et si on file la métaphore jusqu'au bout, le monstre d'intelligence artificielle est aussi excessivement gourmand en matières premières. Sur l'ensemble de vos téléphones, pour un téléphone, il faut 70, 80, 90 métaux ou matériaux différents dans une terre qui aujourd'hui s'épuise de plus en plus, et c'est pas pour rien qu'on réouvre des mines en Europe, parce que justement il y aura tout ça à fournir. Donc vous voyez que ce monstre, sur le côté environnemental, a énormément d'impact. Mais sur le côté social aussi. Vous avez tous entendu parler des fake news, vous avez tous entendu parler potentiellement de ces vidéos, de ces sons qui sont générés automatiquement et qui donc finalement nuisent à la créativité, puisqu'on derrière, on utilise cet outil pour générer des images, des sons, des vidéos, etc. Potentiellement générer des cours, générer du texte. Mais aussi, l'IA va nous questionner vis-à-vis des informations. Voilà, pour l'instant, l'Europe n'est pas trop... Voilà, mais dans les prochaines élections présidentielles, que ce soit les États-Unis ou ailleurs, l'IA va avoir évidemment un rôle à jouer. Et puis le troisième pilier du développement durable, environnement, social et bien évidemment économique. Ce fameux Mr. AI qui est un monstre, va tous nous percuter dans nos métiers respectifs. Alors, dans nos métiers, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Il y aura des compagnons qui seront IA pour les personnes âgées, il y aura des psychologues IA pour nos jeunes, il y aura, et puis derrière, une mutation profonde de l'ensemble de nos métiers autour de cette IA. Alors, il y aura des métiers qui vont disparaître dans l'état actuel de la manière dont ils sont exercés, mais évidemment, ils vont muter, ils vont se transformer. Pour le meilleur ou pour le pire, ça reste à voir, mais en tous les cas, quand on est justement victime de cette transformation sociétale et économique et même professionnelle, ça évidemment, ça met dans une situation qui est assez inconfortable. Donc on se retrouve avec finalement une intelligence artificielle qui est capable du meilleur. On se retrouve avec une intelligence artificielle qui est évidemment capable du pire. Et donc la question qui est à se poser, qu'on doit se poser au niveau de la société, et surtout, il ne faut pas laisser ça aux chercheurs, j'en sais quelque chose, ni même aux organisations de type Google ou d'autres, ni même aux États,
mais c'est vraiment une décision collective dont l'objectif va être de faire discuter tous ces acteurs ensemble. La question aujourd'hui qui est fondamentale et qu'on va tous devoir se poser, et qui, sous peine qu'elle s'impose à nous, c'est celle de quelle IA on veut, ou quelles IA nous voulons. Parce qu'effectivement, il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs. Et c'est pour ça que, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que moi j'essaye déjà de travailler très tôt sur la notion d'intelligence artificielle responsable. Alors je vous rassure, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, l'IA est particulièrement irresponsable, et je viens de vous citer plein de raisons pour lesquelles elle l'est, mais ce n'est pas parce que sur certains côtés elle est irresponsable, alors qu'elle peut apporter tellement de choses qu'on ne peut pas se questionner sur la manière de savoir quelle intelligence on veut. Et finalement, cette IA, on aimerait bien qu'elle suive le même trajet, par exemple, que celui de la mobilité. Aujourd'hui, la mobilité, on se questionne sur prendre l'avion, on se questionne sur prendre la voiture, on se questionne sur la place du vélo. Et pourtant, on ne fait pas des choix radicaux. On ne dit pas plus jamais de ça ou que ça. C'est par la multiplicité des moyens et dans lequel chacun fera ses efforts qu'on arrivera à trouver une solution qui finalement embarque toute la société. Même pour l'IA, c'est pareil. L'IA aujourd'hui, l'IA responsable, elle va évidemment devoir être protectrice. Elle va devoir être inclusive. On sait tous aujourd'hui que dans les algorithmes, la notion de la place de la femme, des jeunes ou de la diversité, elle est fondamentale à questionner pour éviter d'avoir systématiquement des hommes blancs barbus à 50 ans qui viennent vous raconter la vie. Elle doit être sûre, elle ne doit pas être hackable, on ne doit pas la pirater. Elle doit être transparente. Tous les ans, on nous reparle de Parcoursup en disant « mais comment ça se passe les algos derrière Parcoursup ?» L'IA, c'est pareil. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que quand je tape quelque chose, on me sort cette info-là? Elle doit être évidemment environnementale, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, et elle doit être aussi sociale, pour éviter finalement qu'il n'y ait que quelques gagnants de la mutation de l'IA. Donc au final, et je vais finir en rebouclant, ce livre que j'ai relu, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, à la fois il est clair sur la dualité de bon nombre de situations, de bon nombre de personnes. En fait, rien n'est simple, tout est complexe, tout est dual, il y a du bon, il y a du moins bon. Par contre, ce que j'ai trouvé véritablement intéressant dans ce livre, c'est la fin. Alerte spoil. La fin, en fait, le Dr Jekyll sait que, en fait, le monstre a pris l'ascendant. Et il sait que la dernière transformation qu'il va subir, il ne pourra plus faire machine arrière. Il sait, quand il écrit une lettre testament, que ce testament, finalement, c'est le testament du Dr Jekyll, parce qu'il sait que c'est Mr Hyde qui va gagner. Et dans ce testament, il écrit qu'il espère que sa créature aura la justesse de se suicider. C'est-à-dire qu'en tant que docteur, il délègue à la créature qu'il a créée, la créature bourrée d'impact négatif, il lui délègue la responsabilité de s'autogérer. Je pense que si, au niveau de la société, nous faisons ça, en attendant que l'IA se régule d'elle-même, je crois qu'on sera allé trop loin dans une situation catastrophique et qu'aujourd'hui, au niveau collectif et sociétal, c'est maintenant que ça se joue et ça va se jouer tous ensemble. Merci beaucoup. Super.